Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue. Et merci à Madines d'accueillir cette table ronde organisée par GRDF. Je suis Xavier Passemard, directeur biométhane GRDF, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Delphine Descamps, agricultrice et présidente de Métabray, Christelle Rougebief, directrice client-territoire de GRDF, Olivier Rebaud, fondateur de Bio4Gaz, et Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, qui va nous rejoindre en cours de route. Alors, durant ces 30 minutes, nous aurons à cœur de vous montrer comment l'économie circulaire et le gaz renouvelable constituent un nouvel écosystème favorable aux entrepreneurs. Alors, lorsqu'on parle d'économie circulaire, de production de gaz renouvelable, on parle de biométhane et de méthanisation. Alors, en une minute, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'auraient jamais visité une unité de méthanisation, quelques notions. Donc aujourd'hui, le gaz renouvelable provient essentiellement de la biomasse agricole. La biomasse agricole, qu'est-ce qu'on met derrière? On met derrière les lisiers, les fumiers, les résidus de culture, certaines cultures, et les déchets du territoire. Donc tous ces produits peuvent être collectés et digérés grâce à des micro-organismes dans une unité de méthanisation, et ils produisent un gaz qui est lavé, épuré, puis injecté dans le réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gaz? On va pouvoir chauffer des logements, on va pouvoir produire de l'eau chaude, et on va pouvoir alimenter en carburant des véhicules, voitures ou camions. Quelques chiffres: 130 unités de ce type existent aujourd'hui en France. 1000 projets attendent d'être lancés, qui représentent l'équivalent de 5% de la consommation totale de gaz en France, et un marché avec une croissance de plus de 170% depuis 4 ans successivement. Alors, on l'aura compris, demain, le gaz ne viendra plus de Norvège, ne viendra plus de Russie, ne viendra plus des Pays-Bas. Il sera produit sur notre territoire, il sera vert et il sera renouvelable. Alors, pour y parvenir, toute une filière se met en place et plusieurs acteurs sont présents autour de cette table. Alors Delphine, vous êtes agricultrice et présidente de Métabray. Un projet de méthanisation est possible grâce à la coopération de nombreux acteurs. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons qui vous ont amené à choisir la méthanisation et quels bénéfices vous y voyez? Tout à fait. Bonjour. Ça marche? Non, comme toujours. Voilà, on y arrive. Voilà. Alors, le principe est effectivement assez simple, on vient de le dire. Nous, agriculteurs, détenons la matière première, détenons ce qui va servir effectivement à produire le gaz. En fait, en l'occurrence, c'est donc des fumiers, des lisiers, donc en fait les effluents d'élevage additionnés à la litière, on les détient, on les a tous les jours. Ils sont là tous les ans, tous les jours, tant qu'un élevage existe. Donc on est parti du principe, voilà, on l'a, donc eh bien, autant le transformer nous-mêmes. On en faisait quoi? On en fait en fait un amendement dans nos champs. Là, quelque part, via le processus de méthanisation qui va digérer cette matière, en la digérant, va produire le gaz naturel, mais va également produire nos fumiers digérés qui deviennent finalement des engrais naturels bénéfiques à nos cultures. Donc l'intérêt effectivement pour nous agriculteurs, on détient la matière, elle nous appartient, parfois elle nous embête parce qu'il faut qu'on la stocke. La méthanisation nous permet finalement de faire un encours de stockage et en fait nous permet de la digérer et d'avoir quelque chose de très utile techniquement, agronomiquement et une matière fertilisante pour nos parcelles agricoles. Donc en fait on avait tout. On a la matière, il nous faut en fait ensuite en avoir l'envie. Donc l'envie est arrivée pour nous, dans notre cas, à partir de 2012, quand sont arrivés les tarifs de l'injection, puisqu'au départ la méthanisation était surtout pour produire de l'électricité via une cogénération. Donc est arrivée la possibilité d'injecter directement la molécule, ce qui nous intéressait puisqu'en fait on voulait être à plusieurs et donc en étant 17 à se motiver les uns les autres pour avoir un projet un petit peu plus ambitieux et qui nous permettait d'avoir l'innovation dont je peux parler juste après, et donc de réussir à monter ce projet qui nous permet donc d'avoir nos stockages,
d'avoir donc de l'engrais naturel, je disais, pour nos champs. L'intérêt de la méthanisation est de désodoriser tout ça, puisqu'effectivement le gaz qui s'échappe, on vient de le dire, va être nettoyé, va être épuré pour être dans la norme du gaz naturel. Donc il a aussi perdu toutes ses odeurs. Donc on se retrouve finalement à avoir une matière fertilisante désodorisée, stockée à un endroit mutualisé, qu'on peut travailler avec des entreprises d'épandage. Tout ça avec donc un modèle économique qui permet de payer l'installation et l'infrastructure, le personnel, qui va faire le travail, qui va faire l'administratif. Et Dieu seul sait si nous, agriculteurs, l'administratif est quelque chose de compliqué. Et de réussir à faire perdurer nos exploitations, surtout, puisqu'en fait, la gestion des effluents est quelque chose d'assez désagréable, pas porteur finalement de motivation. Là, finalement, on amène une modernité dans un métier d'éleveur qui parfois, des fois, peut être au quotidien plus vu comme un métier d'astreinte qu'un métier de moderne et innovant, tel que la méthanisation le permet. Merci Delphine. En fait, avec ce trait d'union entre l'agriculture et l'énergie, en fait, on réinvente le passé, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on fait? On alimentait des chevaux, et puis c'était ces chevaux qui produisaient l'énergie qui allait servir au travail de la terre. Donc c'est un retour en arrière. Alors, Olivier, l'économie circulaire est un concept qui engage aujourd'hui des entrepreneurs sensibles aux enjeux climatiques. Je rappelle que vous avez fondé Bio4Gaz. Comment un entrepreneur comme vous s'est-il positionné dans cet écosystème d'acteurs? Alors, Bio4Gaz est une entreprise qui construit des unités de méthanisation. Donc, nous fabriquons les installations qui permettent de faire des projets de méthanisation. Et nous accompagnons nos clients de la phase de pré-projet, de conception du projet, jusqu'à l'entretien des unités. Donc, sur une phase assez longue de développement de projet. J'ai créé cette société en 2011 avec pour ambition d'avoir un travail qui avait un sens. Et donc l'économie circulaire, c'était le sens que je voulais donner à mon travail. Et ce qui m'a intéressé dans le biogaz, c'est l'extrême diversité et complexité du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit maîtriser de la biologie, on doit maîtriser de la construction, on doit maîtriser de l'agronomie, on doit maîtriser de l'énergie, on doit maîtriser de la finance. On est sur un métier qui est... je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui présentent autant de diversité. Et les exploitants de méthanisation ont aussi cette maîtrise complète de domaines hyper différents. Donc on est sur un secteur qui a une complexité, une diversité qui est extrêmement intéressante, et moi qui m'a attiré d'emblée et qui m'a donné envie de me lancer dans cette voie. Il y a aussi un jeu d'acteurs, je pense que c'est important d'insister là-dessus, sur la complémentarité des différents acteurs. On parle du monde agricole, on parle de la collectivité qui va produire des déchets, on parle de la grande distribution qui va produire du déchet. Et en fait, tous ces gens-là sont des gens qui ne se parlent que très rarement. Alors on connaît tous les conflits entre la grande distribution et le monde agricole. D'habitude, les relations sont extrêmement conflictuelles. Et le biogaz est aussi un outil pour réunir tous ces gens, tous ces partenaires qui ne se parlent que sur des modes conflictuels en général, sur des créations de projets et sur des nouvelles valorisations. Donc l'aspect multi-compétences, multi-partenarial, moi, m'ont vraiment donné envie de me lancer dans cette voie et de persévérer. Et aujourd'hui, chaque jour, là, on est 18 personnes dans l'entreprise, et je crois qu'on est tous mus par cette force-là, cette complexité et cette envie de mettre ensemble des gens qui sont extrêmement différents et qui se parlent relativement peu, alors qu'ils peuvent faire des projets exceptionnels entre eux. Merci Olivier, c'est impressionnant de voir à quel point une activité de production d'énergie peut générer et avoir autant d'atouts. Donc c'est toujours, vous en parlez et tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme. Christelle, tu es directrice client territoire Centre-Ouest. GRDF joue un rôle de catalyseur sur la filière biométhane. Quelle relation tu as avec les collectivités territoriales, avec les entrepreneurs et avec les acteurs du monde agricole? Oui, alors effectivement, GRDF, nous, on est un acteur un peu spécifique de cette chaîne, et finalement un tout petit acteur a priori, puisque on ne fait
que récupérer le gaz produit, le biométhane produit, pour ensuite l'injecter dans les réseaux et qu'il soit utilisé comme n'importe quel gaz qui serait aujourd'hui importé dans les logements, dans les entreprises ou pour la mobilité. Notre rôle historique, c'est avant tout un rôle de distribution, d'investissement dans les infrastructures gazières et de distribution du gaz dans les communes. Et de ce fait, on a depuis des années, des dizaines d'années, un rôle très particulier avec les collectivités locales que l'on connaît très bien, qui nous aident effectivement à mettre en relation, et c'est plutôt comme ça que l'on voit notre rôle sur la grande filière du biométhane, mettre en relation des entrepreneurs qui ont vraiment envie. Alors même si, pour tout vous dire, ceux qui ont démarré comme Delphine en 2012, ils ont démarré sans que GRDF s'occupe d'eux, parce qu'ils avaient la volonté de le faire et parce qu'ils avaient cette ambition et cette vision. Aujourd'hui, pour un territoire comme Centre-Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, on est passé de 2 installations en service en 2014 à aujourd'hui 34 et près de 400 projets en stock. Donc, tous les entrepreneurs, tous les agriculteurs qui se lancent n'ont pas la même appétence à être en relation avec les collectivités locales, être en relation avec des banques, être en relation avec des constructeurs. Donc, on joue un peu notre rôle, nous, de mise en relation, de facilitateur, qui est important. Là où, dans les territoires, on n'a pas besoin de nous, on est ravis que ça se passe sans nous aussi. Et évidemment, on accompagne les projets, les collectivités, avec beaucoup de pédagogie sur les intérêts de la méthanisation. Alors, pour le monde agricole, mais on a des agriculteurs qui en parlent beaucoup mieux que nous, mais aussi pour le monde énergétique de demain, puisque le gaz a sa place dans ce mix énergétique pour tous les usages que j'évoquais. Peut-être dernier point qui nous intéresse particulièrement, alors dans notre grande maison GRDF nationale, mais aussi au cœur des territoires, c'est de détecter tous ceux qui ont envie d'innover autour de cette filière biométhane, parce qu'on a aujourd'hui on a des tas d'outils législatifs pour faire en sorte que le maximum de biométhane soit produit et injecté dans les réseaux. Mais on a une exigence du législateur, c'est que rapidement, et le rapidement étant déjà calé d'ici 2024, puis d'ici 2030, on trouve des moyens de rendre ce biométhane produit sur les territoires aussi attractif financièrement, économiquement, que le gaz qui est importé. Donc pour ça, il faut innover. Il faut trouver des moyens de valorisation de tous les produits de la méthanisation. Il faut trouver des moyens, si je parle plus du métier de GRDF, d'optimiser la conduite des réseaux et d'optimiser en permanence le fonctionnement entre ce qui est produit localement et ce qui est consommé localement. Voilà, donc on a besoin de... Alors on en a déjà qui se sont lancés depuis quelques années, mais on a besoin de beaucoup d'innovation pour accompagner cette filière qui est en grande transformation et de compétences, de formation sur ce sujet-là. Merci Christelle. Ce qui est frappant, c'est de voir cette notion de partenariat et d'action collective qui est vraiment présente partout. Alors, Monsieur Warsmann arrive vraiment à point. Je vais vous passer la parole. Monsieur Warsmann est député des Ardennes, convaincu vraiment de longue date de l'opportunité du gaz renouvelable sur les territoires. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors, ça n'est pas une critique contre la SNCF, le train est à l'heure exactement, mais il faut le temps de venir quand même. Oui, les Ardennes, pour vous situer en matière agricole, le sud des Ardennes, c'est la Champagne, des grandes fermes céréalières. Et plus vous montez vers la frontière belge, plus vous avez de l'herbe, plus vous avez des animaux allaitants ou du lait. Les Ardennes ont été historiquement très engagées, puisque à l'époque en France, il y avait 4 méthaniseurs. Le numéro 2, le 3 et le 4 étaient ardennais. Et puis c'était les pionniers à l'époque. Ça n'a pas abouti à une filière. Et puis nous sommes un département qui avons des difficultés et le gouvernement a décidé il y a 1 an et demi qu'on aurait un plan de soutien de notre département. Et alors on a créé des groupes de travail, 700 personnes qui sont venues volontairement, des acteurs économiques, des acteurs des filières, des élus, pour se poser les questions comment rendre de l'attractivité un département comme le nôtre. Et un groupe de travail travaillait sur la méthanisation. Et donc l'idée a été construite en disant la méthanisation maintenant ça doit être une affaire de pionniers, ça doit être une affaire très organisée, et nous nous sommes posé le défi de devenir demain un département exportateur de gaz vraiment naturel.
Parce que quand demain, on n'admettra plus d'avoir du gaz fossile dans les tuyaux, il faudra que les territoires, en majorité ruraux comme nous, soient capables non seulement de produire pour leurs entreprises et leurs particuliers, mais soient capables également de produire du gaz pour les zones plus urbaines. Et c'est l'enjeu que permet l'injection, c'est l'enjeu que permet également les rebours aujourd'hui, qui permettent de renvoyer des canalisations rurales qui vont beaucoup produire. Alors on ne s'est pas lancé la fleur au fusil, on a procédé par un appel à médiation d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a dit aux agriculteurs, manifestez-vous, si vous êtes ouverts à ça, dites-nous-le. Et c'est alors qu'on a vu plusieurs zones dans le département où les acteurs étaient ouverts. Et donc nous avons déposé un dossier et nous attendons la décision de la Creuse sur le sujet, dans l'idée d'aller collecter dans des zones rurales, des communes qui n'étaient pas gazières, d'aller collecter les méthaniseurs et avec un rebours de le renvoyer sur le réseau européen. Donc on n'a plus de problème de stockage. Ça représente un enjeu colossal. Aujourd'hui en France, toute la partie élevage a l'étang laitière un genou à terre. Les agriculteurs ont du mal à vivre de ça. Donc c'est une valeur ajoutée supplémentaire. Et puis je crois que c'est une fierté supplémentaire. Le discours qu'on a dans mon département maintenant, c'est que le rôle d'une exploitation agricole moyenne, il est double. Il est un de nourrir les hommes, mais il est aussi de fournir de l'énergie et de l'énergie propre. Et le président de notre chambre d'agriculture dit, c'est le métier des agriculteurs depuis longtemps. Il y a un siècle, on faisait de l'avoine pour nourrir les chevaux. Ben maintenant, on va faire du biogaz pour que la société puisse fonctionner. Alors on a essayé de lever tous les freins. Lever tous les freins, on a un guichet unique qui existe avec le principal cabinet d'expertise comptable des agriculteurs, avec la chambre d'agriculture, depuis des années, et avec le Crédit Agricole. Et depuis, ça s'est élargi aux gaziers, ça s'est élargi à d'autres acteurs. Et donc l'idée, c'est d'avoir un guichet unique qui ne soit pas le vendeur de méthaniseurs, qui puisse expliquer à l'agriculteur, le conseiller, et qui lui puisse être en quelque sorte l'esprit critique par rapport à sa relation avec un fournisseur. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'on a voulu que la méthanisation soit pour tout le monde. Alors la méthanisation, dans mon département, maintenant, on peut la faire sans argent. C'est-à-dire qu'on a créé une société d'économie mixte, copilotée par le conseil régional que je représente, et c'est bien pratique, et par les intercommunalités, plus Banque des Territoires et quelques autres partenaires. Et donc cette SEM est capable d'apporter les fonds propres. Au niveau des agriculteurs, généralement, la banque demande 10 ou 20% de fonds propres. Quand le process est connu, les banquiers financent sans difficulté, mais il faut des fonds propres. L'agriculteur peut ne pas en avoir, surtout dans l'élevage. Donc on lui apporte les fonds propres, il les rémunère et on s'en va quand il veut. Donc on peut faire la méthanisation sans mettre d'argent, on apporte l'argent et on se retire quand l'agriculteur veut. On peut faire la méthanisation avec ou sans temps. Je suis agriculteur, j'ai une petite exploitation, je me salarie en partie et je me fais une partie de mes revenus sur le méthaniseur. Où je suis débordé, je n'ai pas une heure à passer, je crée un emploi dans le méthaniseur. On peut le faire tout seul. Alors tout seul, on a un projet qui existe déjà ailleurs en France, on a deux qui se développent, c'est le camion du laitier, on appelle ça, c'est-à-dire des micro-méthaniseurs. Elle est en train de mettre en place des outils de presse en garantie, parce qu'on tape des exploitations agricoles qui peuvent être un peu plus faibles. Au micro-méthaniseur, un seul point d'injection, on ramasse, donc on le fait tout seul. Où on peut faire du biogaz en se mariant, c'est les projets à 3, 4, 5 millions d'euros avec 4, 5 fermes sur généralement une dizaine de kilomètres. Donc on a voulu l'amener à la portée de tout le monde. Celui qui est en fin de carrière, la dernière fois que j'ai dit ça dans une salle, j'ai un agriculteur qui a 55 ans qui ne veut pas investir, j'ai un monsieur qui a levé la main, dit 55 ans, je vais faire un méthaniseur. Donc ça existe, à 55 ans, on peut faire un méthaniseur, mais à quelques années de la retraite, on peut se dire, je ne vais pas mettre ça sur le dos, ben, on fait une convention d'apport, le voisin qui est plus jeune fait son méthaniseur, on lui apporte les effluents, on ramène les digestats. Bref, on peut se mettre à la portée, s'il y a du temps, pas de temps, de l'argent, pas d'argent, il veut tout seul ou il veut se marier. Et l'idée, ça va être vraiment, c'est ce qu'on veut faire, c'est de concentrer sur les zones où on a les canalisations. Dès que la Creuse nous aura donné l'autorisation, on a relevé tous les numéros de téléphone des agriculteurs qui n'ont pas encore dit oui et qui sont à 10 km de part et d'autre de canalisation pour là aller C'est une chose de dire est-ce que je vais faire la méthanisation, c'en est une autre de dire j'ai une canalisation à 3 km de chez moi, cette fois-ci c'est une opportunité, il faut voir comment je vais la prendre, mais on peut la prendre de telle et telle manière. Voilà, donc c'est un facteur fantastique de réenrichissement des zones rurales. J'ai eu l'honneur d'être conseiller général d'un canton à l'extrême sud-est des Ardennes, limite Marne-Meuse, 10 habitants au kilomètre carré, moins que le Sahel.
Mais quand vous êtes dans des territoires comme ça, le fait d'avoir cette nouvelle richesse qui est apportée, au-delà de la nouvelle justification sociale des zones rurales, je crois que c'est quelque chose qui est symboliquement très fort. Donc c'est l'expérience qu'on a entamée. Et donc depuis 10 mois, puisque le pacte Ardennes a été signé le 15 mars de l'année dernière, nous sommes à un peu plus de 20% de notre objectif de devenir exportateur de gaz naturel. Et si la vie le veut et qu'on se revoit dans 2-3 ans, ben, j'espère qu'on pourra fêter le fait qu'on soit devenu exportateur de gaz naturel. Et c'est une voie à laquelle j'invite les zones rurales qui peuvent avoir des difficultés, où il y a de l'élevage, à s'engager. En plus, derrière, avec les cultures intermédiaires, ça peut être aussi faire avancer l'agriculture vers des formes de culture et d'agriculture plus respectueuses de l'environnement. Donc ça met vraiment tout le monde rural en mouvement. Et mon dernier argument, j'ai dit aux agriculteurs qui partent, pour un élu, on transforme l'agriculteur en chef de projet. Une fois que vous avez fait une méthanisation, vous avez appris à négocier avec des fournisseurs, avec des banquiers, à faire une autre production. Et ce raisonnement-là, il peut valoir demain pour faire des poules en plein air ou pour faire autre chose. Donc ça veut dire que pour le monde rural, on refait de nos agriculteurs des chefs de projet. Et derrière, je me dis, pour les 10 ans à venir, ce sont des personnes qui pourront porter autre chose et qui pourront dynamiser le territoire. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter. Merci, monsieur le député. Donc, en fait, vous lancez un pari. Vous serez le premier département qui consomme 100% de gaz vert. Vous allez avoir la concurrence. Il y a de la concurrence. Le premier, j'en sais rien, on ne cherche pas du tout à l'être. On dit simplement que le monde rural, les départements ruraux, doivent demain devenir exportateurs de gaz naturel. Et c'est cette révolution-là qu'il faut que chacun se mette dans les têtes. Mais on n'est pas en concurrence avec personne. Bon, une question que j'adresse maintenant à chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, grâce à votre action, la filière se met en place. Quels sont les impacts que vous pouvez déjà mesurer? On commence par vous, Olivier. Alors, le premier impact chez nous, il est très direct, c'est 18 emplois. Donc c'est quelque chose à notre échelle qui est déjà important. Et je pense que tous les gens autour de la table contribuent à créer de l'emploi. Et c'est un impact significatif. On a ensuite un impact CO2 évident. Ça, c'est quelque chose moi, qui me tient beaucoup à cœur. Chaque unité de méthanisation participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On sait que le milieu agricole, comme tous les autres milieux, produit beaucoup de gaz à effet de serre. Il a peu de leviers pour optimiser cette production de gaz à effet de serre. La méthanisation est, si ce n'est le seul, l'un des principaux. Donc il y a cet impact CO2 qui est extrêmement important. Et puis je pense que moi, l'impact que je trouve le plus valorisant à mon niveau, c'est la densification des milieux ruraux et le fait de maintenir une population active, jeune, dans les milieux ruraux. Et je pense que la méthanisation est un superbe outil pour maintenir cette vie et tous ces effets induits. On sait que le monde agricole, c'est aussi la poste, c'est aussi les services en campagne. Et donc on a un effet, une agriculture qui va bien, c'est un milieu rural qui va bien. Donc je pense que participer à ce mouvement-là est absolument essentiel pour maintenir une zone rurale, une ruralité active et énergique. Christelle? Il a déjà tout dit. Non, c'est très bien. Effectivement, vu de GRDF sur un territoire, on observe les mêmes effets positifs de la méthanisation. Du coup, en complément, moi, je vais peut-être m'appesantir sur un sujet complémentaire que vous évoquiez, monsieur le député. C'est ce que l'on voit, nous, sur un territoire, donc, comme par exemple les Pays de la Loire ou la Loire-Atlantique, pour être encore plus précise. C'est la solidarité entre territoires ruraux et territoires urbains que le sujet de la méthanisation amène. Parce qu'effectivement, quand on est sur un département, complètement agricole, l'impact de la méthanisation ou des zones rurales est un peu disséminé. Quand on est sur un département comme la Loire-Atlantique, typiquement, ou l'Ille-et-Vilaine, ou le Loiret, que je gère aussi, on est sur des départements où la méthanisation ne se fera pas dans la métropole. Clairement, ce n'est pas au milieu de la place de ces métropoles qu'on va poser un méthaniseur. Ce sont dans les communes alentours, dans les communes rurales ou semi-urbaines. Et c'est elles qui vont effectivement demain amener à 20%, 30%, 100% sur les territoires où il y a du potentiel, l'énergie utilisée dans les logements
l'énergie utilisée dans les entreprises et celle de la mobilité propre de demain. D'accord. Delphine? Eh bien, moi, je constate que je n'ai pas la chance d'habiter en Ardennes. et donc, effectivement, toute la phase de projet, effectivement, nous est passée. Donc, si je m'attellerai plus à la phase exploitation. Donc, effectivement, nous, 15 agriculteurs, avons notre méthaniseur qui est une réalité, qui produit en campagne le gaz qui est consommé, nous, en l'occurrence, à la ville de Vendôme. Donc, nous avons dû faire un portage, c'est-à-dire, en fait, on le liquéfie pour le mettre dans un camion pour aller jusqu'à la ville. Donc Impact, c'est déjà 6 brevets qui sont déposés autour des techniques de liquéfaction du biogaz. Voilà, premier impact également. Impact, donc on parlait sur le milieu agricole, et bien donc moi sur mes 17 exploitations, 2 déjà sont partis à la retraite et ont retrouvé un repreneur. Donc on trouvait un jeune qui s'installe à leur place, pour lesquels effectivement ne pas devoir investir dans ses capacités de stockage était un bonus, était un plus. Et puis avoir donc un modèle économique qui prend en charge les épandages était également un plus dans le modèle. Ensuite, voilà, un projet comme le nôtre, c'est donc 1 300 000 € de chiffre d'affaires, donc de vente de gaz. Imaginez, on vend quelque chose qui, avant, partait vers l'atmosphère. On est vraiment sur une création de valeur, vraiment très physiquement, création de ce chiffre d'affaires qui préalablement était un gaz à effet de serre, donc était quelque chose qui se retrouvait à l'atmosphère. Donc effectivement, avec ce chiffre d'affaires, eh bien, on fait vivre des entreprises de l'épandage, des entreprises de travaux agricoles. Nous, on fait vivre le transporteur qui nous transporte la navette. On a effectivement 3 employés à plein temps sur le site, dont par exemple, pour la petite anecdote, le chef d'exploitation qui est un jeune de la commune, un ingénieur, qui avait donc décidé de partir à la ville. Il avait fait ses études même jusqu'en Argentine. Se retrouver travailler dans le petit village où il est né, c'était quelque chose, mais quelque chose finalement de cocasse. On fait travailler, et on ne le dit peut-être pas assez, puisqu'on est à la frontière avec le monde industriel, tous les sous-traitants de l'industrie locale. Donc on a par exemple un soudeur, les soudures inox, bobinage, de bobinage de moteur, de la petite mécanique locale. Enfin voilà, des sous-traitants du monde industriel, des fois un petit peu en difficulté aussi par un industriel qui s'en va. Nous, on vient de voir partir une papeterie assez importante qui faisait fonctionner tout ce monde-là. Nous également, on concourt finalement à leur redonner une autre forme d'activité. Les mécaniciens agricoles, j'en passe, et des meilleurs, effectivement, quand on arrive à recréer du chiffre d'affaires, évidemment, après le modèle économique se crée, fleurit, et fait donc de l'activité supplémentaire sur nos territoires. Et je pense que c'est du rôle aussi de l'agriculture, vous avez raison, de répondre aux demandes d'un territoire. Et les demandes d'un territoire, c'est aussi de faire de la vie et de la vie économique. Merci. Monsieur le député, quelques mots. Tout a été dit, simplement. La réflexion sur laquelle on est maintenant, c'est sur les usages. Et donc, on est en train de réunir, on a déjà provoqué une première réunion avec les transporteurs de bus, les transporteurs de camions. Ceux qui ont des flottes importantes réfléchissent à les stations privées bio-GNV avec l'idée qu'il faut faire le plein, pas perdre de temps, etc. Et puis, je ne vais pas utiliser du temps chauffeur pour faire le plein. Bref, quand on est dans les PME, ce n'est pas le même raisonnement. Et un de nos objectifs serait d'arriver à faire des réseaux de stations avec à la fois des agriculteurs qui soient investisseurs et à la fois des transporteurs et de bus ou de marchandises qui soient co-acteurs avec l'idée supplémentaire. On produit localement du biogaz et ça permet également de faire développer des activités économiques en sachant qu'on a tous à l'esprit que l'entrée dans les villes des moteurs diesel durera moins longtemps que les impôts. Et donc à partir de ce moment-là, c'est permettre sur la dynamique locale que l'on a de production de gaz vert de faire muter également son secteur du transport. Donc on a dans cet exercice-ci, et c'est un sujet du mois prochain, le sujet du mois prochain, c'est la réunion transporteur, et puis c'est des nouvelles réunions agriculteurs pour tous ceux qui n'ont pas encore dit oui, les sensibiliser et les emmener dans cette belle aventure collective. Merci à vous tous. J'espère que cet échange vous aura donné envie de participer à l'aventure du biométhane. La méthanisation est un business en pleine expansion qui, bien entendu, n'a pas encore atteint son potentiel. C'est donc un domaine privilégié pour l'innovation, pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, mais aussi pour les investisseurs,
qui souhaitent soutenir des projets prometteurs dans le cadre de la transition énergétique. Donc merci de votre attention. Peut-être on a calculé le temps pour que ça tombe juste à la fin. Je pense qu'on doit avoir la place pour quelques questions dans la salle, si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Est-ce que vous auriez des questions ? Il faudrait basculer le micro. Voilà, il arrive. Il arrive. Merci. Vous m'entendez ou pas ? Je pense que c'est... Ah oui, merci. Vous avez parlé de la méthanisation avec le secteur de l'agriculture. Qu'en est-il de la micro-méthanisation ? Et est-ce que le secteur de la restauration est un débouché, s'il vous plaît ? Alors, le secteur de la restauration n'est pas oui, il peut être un débouché de la méthanisation. C'est certainement effectivement la prochaine étape de fleurissement de tout un tas de méthaniseurs en France, ou alors d'apport de matière vers les méthaniseurs existants, puisque des nouvelles réglementations font qu'on va devoir, dans la restauration collective puis chez les particuliers, collecter, trier, valoriser l'ensemble des déchets organiques, et toutes peuvent être compostées, c'est une première étape, mais quand on ne fait que composter, on oublie de récupérer toute la partie énergétique. Donc effectivement, d'envoyer tous ces déchets dans des méthaniseurs permet en plus de récupérer la partie énergie. Donc c'est l'avenir, et c'était d'ailleurs l'esprit de l'appel à projet que GRDF a porté dans le cadre de ce Medikenote, avec des premières start-up qui y ont répondu, et on espère beaucoup d'autres dans le futur pour répondre à cet enjeu des collectivités locales, des entreprises sur la gestion des déchets organiques. Et ça pourra passer peut-être sur la micro-méthanisation, enfin en fonction de la rentabilité des différents projets sur différentes tailles de méthaniseurs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Une autre question là-bas. En fait, c'était juste une réflexion sur le fait que le travail d'agriculteur n'était pas évident aujourd'hui. C'est des personnes qui investissent, quand ils investissent par exemple dans ce projet-là ou dans leur ferme, des sommes très fortes. Et je discutais avec des agriculteurs qui s'étaient lancés dans les projets de méthanisation, et ça reste une peur pour eux, parce que c'est comme pour n'importe quel entrepreneur, un investissement sans qu'ils sachent véritablement s'ils vont le rentabiliser, alors qu'on sait à quel point les populations agricoles, c'est pas toujours évident pour eux d'arriver à faire perdurer. Dans le monde agricole aujourd'hui, ça va être bousculé peut-être par l'intelligence artificielle, par plein de choses, ou par le fait que les gens veulent des produits biologiques et sans pesticides. Le monde est un peu bousculé. C'est pas toujours évident de savoir ce que va être le futur. Pardon, non, mais on peut répondre conscientement. Oui, voilà, on a... En énergie, voilà, il y a une obligation d'achat sur 15 ans. Rares sont les produits agricoles qu'on est sûr de vendre à un prix et dans un volume annoncé sur 15 ans. Donc, je comprends que tout puisse être source d'inquiétude, surtout au niveau des montants importants à investir. Et c'est vrai que là, tout ce qui peut être fait avec l'intervention des collectivités locales, également pour rassurer les banques, sont bienvenus. Si je prends le cas de Métabray, notre forme sociétaire et le fait d'être en collectif aussi fait que l'engagement de chacun, en fait, finalement, est plutôt réduit. Certes, c'est des sommes qui ne parlent pas à tout un chacun, mais pour un agriculteur qui effectivement est sur des sommes en général dès son installation importante, ça reste. Il y a des méthodes en fait pour limiter les engagements des uns et des autres. Ensuite, un agriculteur est quelqu'un qui raisonne souvent quand même sur du plutôt moyen long terme et ne délocalise pas. Donc toutes ces choses-là. Certes, il va devoir peut-être bouger un peu de braquet, changer un petit peu ses modes de production, mais il restera quand même sur un territoire, sur une taille d'exploitation et sur des fondamentaux en fait assez stables à un horizon 15 ans. En général, on s'installe pour au moins 40 ans. 15 ans est quelque chose d'assez court, si je me permets. D'ailleurs, 20 ans serait mieux. Voilà.
Bon, donc voilà, merci à vous tous, merci de votre attention, merci de votre écoute. Et je vous invite à nous rejoindre sur le stand GRDF. Vous pourrez continuer ces échanges. On sera très heureux de vous recevoir. Bonne journée.